Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Pardonnez-moi de vous déranger, la soirée va débuter. Donc, je tiens en premier à remercier nos partenaires. Bienvenue au Gala des Grands Prix du journalisme. Et je cède à l'instant la parole au président de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, Michaël Nguyen. Bonsoir à tous et merci d'être là pour le gala de la remise des prix de la Fédération en présentiel cette année. Ça faisait vraiment longtemps qu'on ne s'était pas vu, 2 ans déjà, et ça fait, je vous le dirai, là, ça fait vraiment du bien de voir tout le monde réuni ici. Surtout qu'en plus, on est à Laval, fait qu'on a dû traverser des ponts, fait que j'imagine que c'est assez bon pour le PPM de la ville. Et que la CAQ va être contente, puis peut-être qu'on aura plus de subventions cette année. Mais vraiment, ça fait plaisir avec les années difficiles qu'on a eues, et en particulier pour les journalistes, parce que les sujets, c'est sûr que ça n'a pas manqué. Pas les plus joyeux aussi, on a eu le harcèlement en ligne, la violence, la désinformation. Mais ici, pour une fois, ce soir, on n'est pas là pour parler de nos problèmes. On est là pour célébrer le journalisme, pour vraiment célébrer le meilleur du journalisme, pour récompenser les meilleurs reportages qui sont faits à travers la nation. Alors, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Alain Gravel qui va animer la soirée. Et merci beaucoup, puis profitons du moment ce soir. Bonsoir. J'ai le goût de vous dire bienvenue à Laval. Hein? Il y a comme une symbolique pour les journalistes d'enquête. J'aurais quasiment le goût de dire il pourrait y avoir un prix Gilles Vaillancourt ce soir, dans le genre. Alors, donc, bienvenue à Laval, puis il faut venir ici pour avoir une vue sur la ville de Montréal quand même assez extraordinaire. Je sais que il y a toutes sortes de prix en journalisme. Gagner un Gémeaux, c'est pas pire. Gagner un prix au c'est pas le concours hier, concours de journalisme canadien, c'est pas pire. Aux États-Unis, c'est quoi? C'est le Pulitzer, c'est ça. Ouais. Mais gagner un prix Judith Jasmin ou Antoine Désilets, ça, c'est quand même extraordinaire. Donc, on n'étirera pas la soirée. Il y a plusieurs prix à remettre ce soir et je sais, j'ai été en nomination quelques fois, puis par erreur, on m'a donné aussi, j'ai reçu quelques fois le prix Judith Jasmin. Pour moi, quand je participais, ou je ne suis pas encore en retraite, je ne suis pas encore participé, c'est vrai. C'est un prix, moi je trouve que c'est, pour un journaliste québécois, c'est le prix le plus important, surtout que c'est jugé par les pairs aussi. Donc, on va commencer. Alors, je vais présenter certains prix et il y a d'autres personnes aussi qui vont présenter des prix, donc Judith Jasmin et Antoine Désilets. Alors, on va commencer avec l'annonce du prix Judith Jasmin dans la catégorie Affaires et économie. Donc, les nommés en Affaires et économie sont Maxime Bergeron pour un tunnel plutôt qu'un métro aérien I2. Quotidien La Presse, Francis Veil, Hugo Jonca, Francis, excuse-moi. En plus, il y a une barbe. Francis Veil, Hugo Jonca et Katia Gagnon pour la série sur le jeu en ligne, en explosion au Québec avec la pandémie, pour La Presse, encore une fois. Stéphanie Vallet et Zachary Goudreau pour la série sur la situation des logements sociaux pour le quotidien Le Devoir. Alors, les gagnants-gagnantes sont Francis Veil, Hugo Jonca et Katia Gagnon de la série sur le jeu en ligne en explosion au Québec avec la pandémie. Je vais vous dire, pendant que les gagnants viennent sur la scène ici, que les membres du jury étaient Roland-Yves Carignan, Kathleen Lavoie et Valérie Ouellette.
Et donc, les jurés ont souligné que cette enquête à saveur économique s'est démarquée par la qualité de la recherche et de l'écriture, ainsi que par l'attention portée à la structure narrative, en plus de braquer les projecteurs sur l'industrie des jeux de hasard, un enjeu rarement couvert. Bravo. Qui c'est qui parle en premier? C'est moi? Bon, OK. Moi, en fait, je veux remercier énormément ces deux-là parce que d'abord, Katia a signé, a été la première signature du texte sur le premier texte de départ. Puis Francis, en gros, je pense que c'était ton idée, non? De faire cette série-là sur les parents en ligne. Tu sais, au fond, c'est ce que j'ai toujours rêvé de faire, moi, quand on voit des choses qui nous dérangent, puis on se demande comment ça se fait que c'est comme ça, puis comment ça se fait qu'on endure ça, des publicités sur quelque chose qui est supposé être illégal, comme le jeu en ligne. Bien, il fallait gratter, il fallait regarder, puis fallait y penser, puis pas lâcher, puis c'est ça qu'on a fait. Juste un petit mot, moi, c'est en écoutant le Canadien, parce que c'est ça. C'est bet 99, bet 99, bet 99, bet 99, bet 99. Ça se fait pas, c'est illégal. Puis finalement, c'est ce qui se passe. Merci beaucoup, merci au jury. Moi, je veux juste dire que c'est le fun de gagner ce prix-là. Je vous avoue ma stupéfaction de gagner un prix dans la catégorie Affaires et économie. Mais bon, je veux dire que c'est vraiment un très bel exemple de travail d'équipe parce que chacun des membres de cette équipe-là a amené vraiment ses forces à ce sujet-là et puis on a fait vraiment une couverture complète. Donc, pendant la pandémie, on a beaucoup travaillé en équipe puis je pense que c'est vraiment une formule gagnante. Merci au jury, merci à tout le monde. Merci. Alors, un prix Antoine Désilet, catégorie art et culture. Donc, Bernard Brault, Victor Pilon, Sisyphe pour le Globe and Mail. Martin Chamberlain, Tâche pour le quotidien La Presse. Et Martin Roy, Parcours lumineux pour le droit. Le gagnant est Bernard Brault, Globe and Mail, Victor Pilon, Sisyphe. Et donc, Bernard Brault n'est pas ici. J'invite Luc Désilet, le petit-fils d'Antoine Désilet, à venir chercher le prix. Puis... Je ne suis pas le petit-fils, mais le fils. Monsieur Gravel, j'ai eu l'honneur de participer à une émission radiophonique avec vous à la sortie d'un de mes livres. Bernard ne peut pas être ici ce soir, effectivement. Et on a eu à se parler pour un projet commun dans les derniers jours. Et il me disait, je peux pas, veux-tu que je te remplace? Et ça me fait tellement, tellement plaisir. Bernard Brault, c'est son 12e prix qu'il reçoit. 12e prix Antoine Désilet, parce qu'on est dans les 75 et 100 prix. C'est une vedette, c'est un grand homme, comme d'autres ici dans la salle, des Ivano de Mers, qui seront peut-être... Est-ce qu'Ivano est ici? Ah! Je vais lui serrer la pince. Bref, Bernard et regardez, on pourra en nommer d'autres, on a une relève photographique extraordinaire. Et mon père en était fier. Et mon père en est encore très fier, je suis certain. Alors, bravo Bernard, j'ai hâte de lui remettre. Merci. Je vous disais que les membres du jury, c'était Raymond Fournier, Ninon Pedneau et Sébastien Saint-Jean. Et donc, ils ont indiqué que la photo gagnante parle d'une œuvre importante durant la pandémie et fige dans le temps une performance artistique qui change constamment. Alors, bravo. Donc, j'inviterai maintenant Jean-Benoît Nadeau, journaliste et membre du conseil d'administration de la FPJQ, pour annoncer le ou la lauréate du prix Judy Jasmin pour la catégorie Art et culture.
Bonsoir. Alors, les finalistes pour la catégorie Art et culture, prix Judith Jasmin, sont Émilie Côté, Pilou, Rêve grand, La Presse. Caroline Delamotte, réalisatrice, Catherine Richer, animatrice, Ariane Léonard, recherchiste, La Symphonie silencieuse d'Antonia Nantel, ici Radio-Canada Première. Et Marie-Hélène Proulx, Les Sauveurs du folklore à l'actualité. Et les gagnants sont... attendez un peu. Non, pardon. Alors, Caroline Delamotte, Catherine Richer et Ariane Léonard. La Symphonie silencieuse d'Antonia Nantel. Il y a également une mention d'honneur à Karine Tremblay, Robert Lalonde, reconstruire une phrase à la fois, la tribune. Donc, les membres du jury étaient Valérie Caron, Blaise Gagnon et Muriel Paré. Ils ont apprécié la note par son habillage sonore subtil et pertinemment accompagné de musique classique, son montage impeccable, sa recherche fouillée, ses précieux documents d'archives et ses reconstitutions très réussies. Ce reportage audio de la série Carte blanche, diffusée ici Radio-Canada Première, contribue à redonner à Antonia Nantel sa place dans l'histoire. Bravo. Bonsoir à tous. D'abord, on voudrait saluer Catherine et moi, Ariane Léonard, la recherchiste, qui ne peut pas être là aujourd'hui parce que Covid, comme toujours. Donc, elle suit en Zoom, alors on la remercie et on lui dit que ce prix est aussi pour elle. Parce qu'évidemment, il y a eu un énorme travail de recherche et d'épucelage des archives, quelque part. Cette femme-là, Antonia Nantel, quand Catherine est arrivée avec le projet, avec nos chefs de contenu, moi, j'en avais jamais entendu parler, comme vous, j'imagine, d'ailleurs. C'est quand même la cofondatrice de l'Orchestre symphonique de Montréal, maintenant on le sait. Et c'est une des âmes principales qui a fait que Montréal est la ville culturelle qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est hallucinant de voir que cette femme-là a été littéralement oubliée à partir de 1953, à partir du moment où elle est décédée. L'article dans la presse qui faisait son portrait le moment de son décès dit tout et dit le pouvoir qu'elle avait eu, le rôle qu'elle avait eu dans le développement de la société culturelle québécoise. Et pourtant, comme c'était une femme dans les années 40, et que les femmes dans les années 40 au Québec, évidemment, n'avaient pas le droit de voter, s'appelait Madame Athanase David, ne s'appelait pas Antonia Nantel, n'avait pas le droit de travailler. Et finalement, c'était des femmes de loisirs, elle faisait du bénévolat, donc forcément, on avait que ça à faire. Donc, c'est ça qui est fascinant aussi. Et puis, pendant des années, les biographies de Pierre Bick, qui a été le grand leader de l'OSM, monsieur Lallemand, le grand mécène aussi au niveau culturel, ils ont tous reconnu son rôle à l'époque et pourtant ça a été oublié. Et c'est ça la beauté du documentaire radio historique, c'est de remettre cette personne-là dans la lorgnette de l'histoire qu'on avait mis de côté. Et c'est un énorme plaisir d'avoir participé à ça. Et maintenant, je laisse Catherine parler, qui est l'âme de ce projet. Alors, tout débute pour moi suite à une chronique que je fais à la radio, comme j'en fais tous les jours, et d'un texto de Françoise David, qui est la petite fille d'Antonia Nantel. Et Françoise David m'écrit en me disant « Est-ce que tu savais qu'il y a une cofondatrice à l'OSM qui n'a jamais été reconnue? Cette cofondatrice s'appelle Antonia Nantel et c'est ma grand-mère. » Et tout à coup, pour moi, je me lance dans cette quête en quête. C'est presque devenu une obsession, je vous dirais, au fil du temps. Ça a pris 1 an et demi parce que novembre 2019, mars 2020, puis bon, c'était l'enfer. La BANQ était fermée, les archives de Radio-Canada, c'était bien compliqué. On ne pouvait pas recevoir personne en studio, on fait de la radio, mais on y est arrivé, puis on avait 1000 raisons d'abandonner, sauf que pour moi, il fallait lui redonner de la lumière. Ça n'avait aucun sens qu'au quartier des spectacles, il y ait la salle Wilfrid Pelletier, il y ait le pavillon Athanase David, tous ces hommes qui sont reconnus comme étant pères fondateurs de l'OSM, alors que c'est elle, l'instigatrice de cette maison et de cet orchestre symphonique qui fait notre renommée internationale.
Alors voilà donc le fruit de notre travail. Merci beaucoup au jury de l'avoir plébiscité parce que c'est un travail important de rendre visibles ces femmes qui ont été invisibilisées historiquement par l'histoire, bien sûr, avec un petit H et avec un grand H. Merci à Ici Première et toute l'équipe qui nous ont fait confiance. Donc, derrière toute grande femme, il y a un homme, je comprends bien. Hein? C'est ça, hein? Toujours délicate à faire, celle-là. Comme ça, hein? Ouais, c'est bon. Alors, maintenant, j'inviterai Pierre-Paul Leduc, président du Conseil québécois du loisir, pour annoncer les gagnants des prix donc, du Conseil québécois du loisir. Merci beaucoup, M. Gravel. Alors, M. Michael Guyenne, que j'ai eu l'occasion de rencontrer tantôt, qui est président de votre Fédération professionnelle des journalistes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le Conseil québécois du loisir est heureux de s'associer à nouveau à la Fédération professionnelle des journalistes pour présenter la 37e, moi-même, tantôt, quand j'ai regardé ça, la 37e édition des prix de journalisme en loisir. Ce prix vise à récompenser l'excellence du travail des journalistes qui contribuent à mieux faire connaître les différentes facettes des loisirs au Québec, en plus de ses impacts favorables au niveau individuel, social, culturel, environnemental et économique. Les loisirs sont des lieux d'apprentissage, de solidarité et d'échange qui favorisent notre mieux-être individuel et collectif et contribuent, entre autres en temps de pandémie, on s'en est bien rendu compte, au maintien d'un équilibre de vie. Le prix de journalisme en loisirs vise à mettre en lumière l'engagement des milliers de citoyens et de citoyennes et d'organisations auprès de leur communauté et dans une grande diversité de lieux, de clientèle ou d'activités afin d'offrir des loisirs diversifiés, sécuritaires et surtout accessibles à tous. Alors, le CQL, Conseil québécois du loisir, tient à remercier les 83 journalistes qui ont soumis 128 reportages dans le cadre de cette 37e édition. Les gagnants et gagnantes des 8 catégories reçoivent des bourses totalisant 6 100 $ ainsi qu'un trophée signant leur succès. Je me permets de remercier les membres du jury qui ont analysé chaque reportage en fonction de ses qualités journalistiques et de son apport à une meilleure connaissance du loisir. J'ai nommé Mme Mylène Moisan, journaliste au quotidien Le Soleil, Mme Evelyne Charuet, journaliste à Ici Première, Radio-Canada, et M. André Thibault, professeur émérite au département d'études en loisirs, culture et tourisme de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je salue Mesdames Moisan et Charuet qui sont ici avec nous ce soir. Et en terminant, nous tenons également à remercier pour son soutien notre partenaire, le ministère de l'Éducation. Dévoilons maintenant les lauréats et lauréates 2022. Première catégorie, la catégorie écrit court, portée locale ou régionale. Le premier prix de 800 $ est accordé à Richard Hamel pour son article « Pas de retraite pour les joueurs de balle », publié dans le Canada français. Merci au Conseil québécois du loisir d'encourager chaque année les journalistes en loisir. Ça nous motive à trouver des sujets intéressants pour nos lecteurs. Et puis, j'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce reportage avec des retraités qui jouent à la balle. Je suis probablement leur prochain lanceur de relève. Je voudrais aussi remercier mes patrons du Canada français qui continuent à produire un journal à chaque semaine. Qui va d'ailleurs fêter son 162e année cette année. Merci. Dans la catégorie écrit court, portée provinciale ou nationale, le premier prix de 800 $ est remis à Maxime Johnson pour son article « Chasseur d'images » paru dans l'actualité. Je pense. Monsieur Johnson n'est pas présent ici ce soir. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a été délégué par lui. Peut-être pas. Alors, écoutez, on va... Oui, il y a quelqu'un? Formidable.
Je me sens franchement imposteur de répondre ce prix pour Maxime. Une magnifique idée de Maxime. Tout le mérite lui en revient. C'est un journaliste de grande qualité et je suis vraiment heureuse que son travail soit récompensé ici. Merci. Je vous invite à aller lire cet article très original. Nouvelle forme de loisir. Enfin, c'est vraiment intéressant. Catégorie écrit long, portée locale ou régionale. Le premier prix de 800 $ revient à Émilie Côté pour son article « Les parcs, ces grands sauveurs », publié dans la presse. Bien, merci beaucoup. Ce prix-là me touche beaucoup parce que ce reportage-là, ça représentait des valeurs importantes pour moi, la mixité, l'égalité sociale, la vie urbaine. Je voudrais remercier la presse. Ça fait 18 ans que je travaille pour ce journal-là. C'était mon rêve dès le cégep. C'est un bonheur à tous les jours. J'ai une pensée pour ma mère aussi, qui était ma fidèle lectrice. Puis j'ai perdu en octobre dernier. Alors, ça me touche beaucoup. Merci. Et merci au Conseil québécois du loisir. Dans la catégorie écrit long, portée provinciale ou nationale, le premier prix de 800 $ est décerné à Claudine Hébert pour son article « Camping au service de l'art », paru dans Camping Caravaning. J'ai eu plusieurs troisièmes prix, plusieurs deuxièmes prix, un prix du jury. Mais ça va m'avoir pris 25 ans. « 27. Pour enfin percer le secret du code, du jury, du Conseil québécois du loisir. J'aimerais leur dire merci parce qu'enfin, je vais pouvoir dire que j'ai mon Saint Graal entre les mains. Je dois remercier également l'équipe de rédaction du magazine Camping Caravaning qui ne sont pas avec nous ce soir, mais peut-être qu'ils nous regardent. Louise Gagnon, Sophie Marcellet, vous m'avez proposé ce sujet-là en automne 2020. Vous m'avez demandé, Claudine, qu'est-ce que tu penses d'un sujet qui va traiter de l'art et du camping? Les filles, j'en ai strictement aucune idée. Mais laissez-moi ça entre les mains, je vais appeler du monde, on va faire un appel à tous sur Facebook, puis on va voir si on a des réponses. Bien, après 5 entrevues, puis ce petit pas grand-chose-là, il est devenu un article qui s'est retrouvé sur la pile des dossiers du Conseil québécois des loisirs. Merci les filles. Mais j'aimerais terminer, je sais que je suis un peu longue, mais j'aimerais dire merci à mon amoureux. Luc, depuis 22 ans, tu m'inspires, tu me challenges et surtout, tu es là pour écouter, puis en tout cas, c'est avec toi que je partage le contenu de l'essentiel de mes entrevues. Tu es là pour m'aider et je suis certaine qu'encore demain, je vais encore te parler de ma job, puis tu vas être là pour me dire, en tout cas, tu vas être là pour me donner un super bon conseil qui va faire que l'année prochaine, je vais être ici, puis je vais venir en chercher un jeudi de Jasmin. Merci. Passez une bonne soirée. Merci aux organisateurs. On va revenir. Je reviens un peu plus tard. Puisque le thème de la soirée, c'est Laval, 27 ans,
petite enveloppe au maire Vaillancourt, ça aurait pu régler le problème rapidement, ça, là, non? Alors, dans prix Antoine Désilet, dans la catégorie enjeux de société, les nommés sont Marie-France Coallier, ça ne va pas bien du tout, le quotidien Le Devoir. Ivanoé Demers, hommage et tendresse pour les travailleurs d'un CHSLD à ici Radio-Canada. Et Patrick Sans Façon, souvenons-nous, la presse. Le gagnant, Patrick Sans Façon, souvenons-nous, la presse. Il est là? Ah. Alors, avant de vous parler, les membres du jury, Daniel Mallard, Sébastien Michaud et Suzanne Vauhaut. Donc, les membres du jury ont souligné que la question des droits des Autochtones et à l'itinérance a été au cœur de l'actualité. La personne au centre de tout, dans sa position recroquevillée, reflète bien la fatigue et la douleur reliées à ces enjeux. La composition et le cadrage rendent bien service à la nouvelle et peuvent amener différents niveaux de langage. Bravo. Je ne m'éterniserai pas, mais au nom de Patrick, je remercie le jury, je félicite les autres nommés. Moi, j'ai été plusieurs années avec Pat sur la patrouille. C'est des années qui ont été super formatrices. Pat, c'est un photographe qui fait une super job et qui participe au partage, qui déterre des sujets autant qu'il les immortalise par des photos superbes. Alors, en son nom, je vous remercie. Pour le prochain prix Judy Jasmin, catégorie politique et enjeux de société, j'inviterai Jean-François Racine, journaliste, membre du conseil d'administration de la Fédération et juré pour cette catégorie de cette année pour annoncer le lauréat. Merci d'être là. Ça fait du bien de vous voir tous. On a eu 2 années difficiles. On fait toujours le plus beau métier du monde, photographe et journaliste inclus. Bravo et merci. Dans cette catégorie, on avait 84 reportages au début. Ça a pris une présélection pour réduire à 37. Donc, félicitations à tout le monde. Parmi les finalistes, alors, Fanny Lévesque, journaliste, et Olivier Jean, photographe. On veut trouver la vérité. Quotidien La Presse. Isabelle Paré, 10 000 Québécois perdus, 8 regards sur le deuil, Le Devoir. Amélie Pineda et Magdalene Boutros, Le Devoir enquête sur la violence conjugale. Et Nora Lamontagne, Elisabeth Simard, 18 vies sacrifiées en combattant la COVID, le Journal de Montréal. Donc, on nomme les gagnantes. Les gagnantes, Amélie Pineda et Magdalene Boutros. Les membres du jury étaient Simon-Olivier Lorange, Émilie Nicolas et moi-même. Donc, grâce à une analyse détaillée, les 2 journalistes ont démontré que des femmes en situation de vulnérabilité sont mal protégées par le système de justice. Leur traitement de ce sujet sensible et exemplaire pour sa rigueur et par le respect démontré envers les victimes. Enfin, ce dossier savamment ficelé a la qualité aussi de faire œuvre utile pour la société. Donc, félicitations. Mon Dieu, excusez-moi. C'est beaucoup en moins de 24 heures. Merci. Tout d'abord, je veux souligner le travail de Magdalene qui n'est pas là ce soir. Et je m'excuse, je suis émue, mon Dieu.
Je veux souligner le travail de Magdalene qui n'est pas là parce que la COVID l'a obligée à être à la maison. C'est une enquête qu'on a débutée en 2019. Vous savez, comme tout journaliste, on a couvert un fait divers. En fait, c'était Magdalene qui était allée à Pointe-aux-Trembles pour un meurtre conjugal. Puis quand elle est revenue au bureau, elle était vraiment sous le choc là, de ce qu'elle avait couvert. Puis ça nous a vraiment... Ça a été le point de départ au devoir pour décider qu'on allait couvrir le fléau de la violence conjugale. Puis on a vraiment décidé de l'humaniser, de faire quelque chose de différent. Tu sais, les faits divers, tout le monde dans la salle, on en a couvert, mais notre objectif, c'était vraiment d'amener ça plus loin. Fait que je suis vraiment reconnaissante parce que c'est ça, je pense que ça a prouvé aussi qu'au devoir, on a une solide équipe d'enquête. C'est tout nouveau. Ça fait 1 an. Maintenant, je peux compter sur ma partenaire, Steph Vallée aussi. Bref, merci. Merci. Puis je souligne aussi le travail de Marie-France Coallier qui était là en photo pour tous nos reportages. Puis, voilà. Je m'excuse, c'est ça. C'est beaucoup en moins de 24 heures. Quand vous dites en moins de 24 heures, c'était ce concours du prix canadien hier. Ça, journaliste de l'année. Ce soir, c'est la consécration. Hein? On peut s'entendre là-dessus. Donc, prochain prix, Antoine Desilets, catégorie photoreportage. C'est vraiment du photoreportage. Olivier Jean, au cœur de COVID Town, la presse. Valérian Mazzato, le pensionnat aime le magazine du Monde. Renaud Philippe, trouver refuge en temps de pandémie, le quotidien La Presse. Le gagnant, Olivier Jean, au cœur de COVID Town, La Presse. Alors, les membres du jury étaient Raymond Fournier, Ninon Pedneau et Sébastien Saint-Jean. Je vais dire ce qu'ils ont dit sur vous. Le photoreportage sur la pandémie à l'hôpital Charlemagne révèle une unité visuelle dans un contexte où la lumière et la vie privée des sujets posent beaucoup de contraintes. Belle sensibilité, maîtrise de la lumière, les avant-plans très illustrés dans toute la série. Bravo. Alors, je vais être très, très court. Je vais remercier ma collègue Katia qui m'a invité là. Je trouve que c'est un moment privilégié pour moi d'avoir assisté à ces quelques journées-là. Mes patrons d'avoir poussé très, très fort pour qu'on ait le droit d'aller dans cet hôpital-là, mais surtout les infirmières de Charlemagne qui font un travail fantastique. T'sais, ces femmes-là prenaient des prises de sang une année, l'année suivante tiennent la main de gens qui ne connaissent pas, qui se décèdent. Alors, ce prix-là, c'est pour ces femmes-là. Merci. Le prochain prix, c'est le prix Judith Jasmin, catégorie Grand Reportage. C'est un beau prix aussi. Les nommés Fabrice de Pierrebourg, au cœur du cauchemar afghan, l'actualité. Ariane Lacourcière, tout un système pour vieillir chez soi, la presse. Esther Normand, la journaliste, Catherine Varga, réalisatrice, Les coups oubliés, l'émission Enquête sur ici Radio-Canada Télé. Le gagnant, Fabrice de Pierrebourg, au cœur du cauchemar afghan, l'actualité. Donc, les membres du jury étaient Martine Bourdeau, Robert Dion et Sabrina Rivet. Ils ont souligné que Fabrice illustre de ses propres photos un grand reportage écrit comme un roman dans la tradition des grands reportages à la Hemingway. Superbe. Bravo. J'ai bien fait de revenir de France, d'arrêter de boire du pastis finalement.
puis en plus, revoir mes anciens collègues de la presse et recevoir une enveloppe de la part d'Alain dans un hôtel à Laval. Ça nous rappelle des belles années. Hein? Je voudrais remercier toute l'équipe de l'actualité, en particulier Claudine Saint-Germain, la rédactrice en chef qui est là, qui à chaque fois quand j'appelle, elle se dit « Bon, est-ce qu'il va aller encore ?» C'est elle qui m'a poussé en plus à présenter ce reportage au Julie Jasmin parce que j'ai un peu de misère avec les concours, puis surtout dès qu'il faut écrire une lettre qui dit « Monsieur le Président, il faudrait régler ça, là, que notre reportage est le meilleur, que ça a changé la face du monde et tout ça, ça m'énerve un peu. » Je voudrais remercier le Fonds québécois en journalisme international parce que c'est grâce à eux que j'ai pu faire ce premier reportage de 2. Je suis retourné après les talibans. Sans eux, beaucoup de reportages ne seraient pas vus, lus et entendus au Québec. C'est assez triste d'ailleurs, mais c'est une tendance partout dans le monde des médias. L'international, on dit que ça coûte cher, c'est lointain, mais c'est important. Puis on le voit en Ukraine, heureusement, c'est un conflit qui est très bien couvert. Je voudrais remercier mon fixeur, Mortaza Beboudi, qui était à Montréal il n'y a pas longtemps. Je vais faire la tournée. On ne remerciera jamais assez nos fixeurs et on devrait mettre d'ailleurs tout le temps leur nom dans nos reportages. Et pour finir, je voudrais dédier ce reportage aux Afghans, aux Afghanes, qui depuis aujourd'hui, c'est une autre chape de plomb qui s'abat sur elles, et aussi à tous les Afghans que le Canada malheureusement a oublié là-bas, alors qu'ils se sont dévoués pour le pays, que ce soit avec les militaires ou pour l'ambassade. Et puis bravo à tous, bravo à toutes. J'inviterai M. Leduc pour la présentation de 3 autres prix du Conseil québécois du loisir. Alors, dans la catégorie audio-radio, portée provinciale ou nationale, le premier prix de 800 $ est décerné à Marie-Laure Josselin. Pour son reportage Montgrou, entre patrouille, gestion et réappropriation à des hôtels le dimanche, Radio-Canada Première. Bonjour. Je suis très contente. Vous allez vous demander pourquoi des questions autochtones se retrouvent au prix de journaliste de loisirs. Je trouve ça assez culotté de la part des jurys de l'avoir pris. J'ai suivi 2 agents territoriaux, Joël et Samuel, et c'est sûr que le prix pour moi, c'est à eux que je le dois. Sans eux, sans qu'ils m'aient accepté derrière leur motoneige dans des conditions particulières, ils ont eu un peu peur de ce que je pouvais faire dans des terrains difficiles. Mais on ne serait pas là. C'est que pour eux, d'aller dans ce joyau pour les motoneigistes qui doit être protégé et qui est immense, et c'est vraiment pour ceux qui veulent triper en motoneige, ils veulent aller là, mais il faut le protéger. Et puis c'est les Inuits de Pessamit qui ont cette charge. Puis pour eux, ça vaut beaucoup plus que juste un job. C'est retourner sur le territoire ancestral. Le Nitassinan, c'est chez eux, chez leurs grands-parents, c'est refaire les mêmes portages, refaire les mêmes chemins. Il fallait les voir en haut, là, des monts Wapishka, puis regarder ce territoire, ce Nitassinan, ils se réapproprient leur histoire, puis il est vraiment grand temps. Puis alors, merci aussi pour mes boss, parce que j'ai quand même dû rester confinée pour pouvoir rentrer dans les communautés autochtones. Une semaine à regarder le Walmart de Ouachat, mais ça en valait la peine. Donc, merci aussi à Radio-Can de croire aux questions autochtones qui se retrouvent dans des catégories comme ça aussi. Fait que merci, c'est important. C'est aussi des très belles histoires comme Joël et Samuel. Ça m'émeut. Dans la catégorie vidéo-télévision, portée locale ou régionale, le premier prix de 800 $ est accordé à Tania Beaumont pour son reportage secondaire en spectacle, Souvenirs mémorables pour des jeunes participants au Téléjournal Québec de Radio-Canada. Bonjour, merci beaucoup pour le prix. Ça a été tourné l'an dernier à pareille date dans la capitale nationale. On était en zone rouge avec des picots foncés, extrême urgence, pas le droit de sortir. Donc, ces jeunes-là avaient une expérience de scène à vivre, de montrer leur musique, leurs talents musicaux, leurs loisirs. Et finalement, ils ont fait tout ça dans des conditions assez particulières. Imaginez, c'est notre métier et nous, on a de la misère des fois à se regarder ou à s'entendre ou à se relire. Et eux étaient assis à la maison à regarder leurs propres prestations avec leur famille. Donc, ils ont vécu quelque chose d'assez fabuleux. Alors, je suis contente que ce prix leur revienne en quelque sorte. Et je veux aussi, bien sûr, souligner le travail de mon caméraman, monteur Steve Breton, qui a été exceptionnel là-dessus. Merci.
Et finalement, dans la catégorie vidéo, télévision, portée provinciale ou nationale, le premier prix de 800 $ est accordé à André Bernard pour son reportage « Dans la tête d'un casque » à Découverte Radio-Canada Télé. Bonjour d'abord, ça fait drôle de voir des gens qui ne sont pas en Zoom. Très agréable. Merci d'abord pour le prix, mais merci aussi beaucoup parce qu'il faut saluer ce prix-là, c'est partagé parce qu'on travaille toujours à deux. Et donc, j'ai travaillé là-dessus avec mon collègue Yannick Lapointe qui a fait un travail remarquable de réalisation sur ce reportage-là. Et c'est un reportage où on suivait en fait les gens qui ont conçu, ils participaient en fait à un concours de la NFL pour construire en un temps record un casque de football. Ils ont tout fait ça de A à Z, c'était absolument hallucinant. Et donc, ils ont remporté un prix, donc c'est fantastique. Donc, merci beaucoup et merci à Yannick aussi. Merci. C'est dommage qu'il n'y ait pas de prix pour le meilleur titre dans la tête d'un casque. C'est pas pire. Prochain prix, donc, le prix Antoine Désilets, catégorie nouvelle. J'invite Raymond Fournier, journaliste scientifique indépendant et membre du jury pour la catégorie nouvelle, donc du prix Antoine Désilets. Bonsoir à tous. Je suis vraiment content d'être en présentiel ce soir. Ça a été dur, ça a été difficile. On a tenu le coup, on a changé nos méthodes de travail. Puis aujourd'hui, on est là ce soir pour fêter tous ensemble. Alors, dans la catégorie Antoine Désilets, catégorie nouvelle. D'ailleurs, j'ai bien connu Antoine Désilets, le dire à son fils. Il a été témoin de l'achat de mon premier appareil photo, Antoine Désilets. Et le vendeur me dit, écoutez, le connaissez-vous? Non, c'est Antoine Désilets. Ah, j'ai failli tomber sans connaissance. Il y a de ça très longtemps. Alors, les nominés sont Frédéric Côté, démantèlement, campement, qu'on j'offre 030 de la tribune. Josie Desmarais, main dans la main au coude à coude, le journal Métro. Oh, on a des supporters. Martin Tremblay, marcher sur l'eau. La presse. Et là où le grand gagnant est... Ah oui, ici, c'est bon, c'est bon. C'est pas qu'acheter des petites enveloppes jaunes, hein? On a changé de couleur. Ici à Laval. Martin Tremblay, marcher sur l'eau. Des membres du jury étaient Ninon Penneau, Sébastien Saint-Jean et moi-même. Et nous avons écrit un petit quelque chose pour vous. Alors, marcher sur l'eau, c'est comme dans l'Antiquité, hein, où séparer l'eau. Mais vous, c'est marcher sur l'eau. Marcher sur l'eau illustre bien le côté très dramatique d'une inondation importante en Colombie-Britannique. Les deux autres photos illustrent bien la polémique dans l'actualité. Félicitations. J'aimerais dire bravo à Josie Desmarais qui aurait mérité, tant qu'à moi, ce prix. Josie fait un travail incroyable depuis plusieurs années et bravo. C'est une photo qui montre les changements climatiques que le Canada vit, dans le fond. Et j'aimerais remercier la presse d'avoir investi dans ce reportage qu'on a fait à Vancouver. Je suis un peu poche en discours, mais bon, je ne suis pas comme l'autre madame qui était vraiment drôle.
la barre est comme haute là, après ça. Mais donc, moi, je ne suis pas drôle du tout. Mais merci à la presse, naturellement, et bravo, aux autres concurrents. Merci. Probablement qu'après 27 ans, vous allez être drôle. Et 22 ans avec votre conjoint. L'annonce du prix Judith Jasmin, catégorie sciences et environnement. Hélène Choquette, réalisatrice, et Nicolas Mesley de Terre d'asphalte à Télé-Québec sur ici. Laissez-moi terminer. Je lis. IDEAC Québec. C'est joli. Idéateur, c'est ça. Il manquait des lettres. Donc, je recommence. Hélène Choquette et Nicolas Mesley, Terre d'asphalte sur ici tout.tv. C'est ce qui est indiqué. Bravo. Marine Corniou, journaliste. Sébastien Thibault, illustration. Il manque des lettres, c'est pour ça. Natacha Vincent, direction artistique. La question à 1 million de dollars sur Québec Science. Ben-Anne Vouvan, journaliste. Hélène Morin, réalisatrice. Et Philippe Robitaille-Groux, stagiaire. Louis-Philippe Boudreau, infographie. COVID-19, la difficile recherche de l'origine du virus. Découverte sur ici Radio-Canada, télé. Les gagnants-gagnants, Ben-Anne Van, Hélène Morin, Philippe Robitaille-Groux et Louis-Philippe Boudreau. COVID-19, la difficile recherche de l'origine du virus. Découverte sur ici Radio-Canada Télé. Alors, les membres du jury étaient Annabelle Blais, Julia Oriot et Stéphanie Marin. Et donc, ils ont écrit « La journaliste et son équipe réussissent le tour de force de captiver l'audience dès les premières minutes, ce qui n'était pas gagné d'avance alors qu'une certaine fatigue guette le public envers le sujet COVID. Ils déboulonnent des rumeurs et apportent des nuances nécessaires à des théories opposées qui divisaient la population. » Bravo. Merci, merci. On a commencé ce sujet-là. Mission à Hélène Morin, réalisatrice qui a travaillé avec moi. Philippe Robitaille-Groux, stagiaire, qui a fait la vérification des faits avec nous. Et Hélène, dès le départ, a plongé dans cette histoire et a traversé le miroir avec moi. On a commencé ce sujet en pensant que c'était... On va retracer les origines du virus, on va juste regarder un petit peu comment les scientifiques tentent de retrouver les origines et puis on va rapidement déboulonner le mythe de la fuite de laboratoire. Ça va être assez simple parce que plusieurs médias l'avaient fait avant nous. Et plus on avançait dans cette recherche, plus je parlais avec Hélène et plus on se disait, mais on est en train de basculer dans la désinformation. Est-ce qu'on peut croire ce qu'on est en train de lire? On avait de la difficulté à retrouver le nord dans toute cette information. Je me souviens du moment où on est allé voir notre rédactrice en chef, Hélène Leroux, et on lui a dit, ça ne sera pas le reportage que tu penses que c'était. C'est vraiment pas ça. Est-ce qu'on continue là-dedans? Est-ce que c'est une histoire qu'il faut raconter? Et plutôt que de... Elle a fait qui tout double, on est allé au double. Plutôt que de faire 1 heure, on a fait 2 heures. Un travail colossal d'Hélène, parce que Hélène, elle est réalisatrice, mais aussi monteuse, et dans le même temps qu'il faut pour produire 1 heure ou presque, on a produit 2 heures. Alors, c'est un travail d'équipe exceptionnel. Alors, très contente de recevoir ce prix pour tout le monde. Et puis, je cède la parole à Hélène, réalisatrice. Et merci, mais merci beaucoup. Merci à toi énormément. Anne aussi, tu as fait un travail colossal de recherche. Vraiment, je suis contente pour toi qu'on reçoive ce prix-là.
Vraiment, merci aussi à tous nos intervenants qui ont accepté de parler. Certains mettaient vraiment leur carrière en jeu. Notre personnage principal, Alina Chan, toute la difficulté qu'elle a eue dans les réseaux sociaux et tout. Donc, vraiment, merci à tous ceux qui ont accepté de participer au reportage. Et vraiment, merci à tous nos caméramans autour du monde, toute l'équipe de Radio-Canada, toute l'équipe de Découverte qui ont soutenu, Philippe aux infographies, Stéphane au son, toute l'équipe de Découverte et surtout le support de Hélène Leroux. Ça a été vraiment... travailler sans compter l'argent. Oui, c'est ça. Mais vraiment d'avoir le support de toute l'équipe de Découverte, c'était génial. Mais merci vraiment au jury. Merci. Merci à Philippe. Ce que je retiens, c'est qu'on va voir des patrons, ce n'est pas le reportage que tu penses. C'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Prochain prix, Antoine Desilets, catégorie vie quotidienne. Josie Desmarais, ambiance pré-match, le journal Métro. Édouard Plante-Fréchette, délogé, la presse. Robert Skinner, l'attente, la presse. Le gagnant, Édouard Plante-Fréchette, délogé, la presse. Les membres du jury étaient Daniel Mallard, Sébastien Michaud et Suzanne Vauhaut. Ils ont écrit « Composition impeccable pour cette image qui résume à elle seule un sujet qui a touché bien des gens. La personne et son abri représentent très bien ce qui s'est passé. Les couleurs, l'ambiance renforcent l'intérêt pour le personnage et ses préoccupations. » Édouard Plante-Fréchette n'est pas là ce soir, je suis son patron. Et on était plusieurs de la presse hier soir à boire un coup et j'ai l'impression qu'il n'a pas résisté. Alors, je vous remercie en son nom. Prix Judith Jasmin, catégorie opinion. Mylène Moisan, DPJ à l'endroit à l'envers le soleil. Isabelle Paré, tous contre le virus, seule contre la surchauffe climatique, le devoir. Et Francine Pelletier, le massacre autochtone, le devoir. La gagnante, c'est trois femmes, la gagnante est Mylène Moisan, DPJ à l'endroit à l'envers, le soleil. D'abord, félicitations à Isabelle et à Francine de s'être ici dans le top 3. Ce prix-là est particulièrement significatif pour moi. Je réalise que je suis émue moi aussi, parce que ça fait des années que j'écris sur la DPJ. Je reçois des centaines et des centaines de courriels, de témoignages, d'histoires, d'horreurs. Et j'en publie à moins de 5% de ce que je reçois. Je reçois des dossiers de cours, des enregistrements, des preuves, des vidéos. C'est vraiment beaucoup de choses à absorber. J'essaie de témoigner le mieux possible de ces réalités-là, de ces histoires-là. Et j'essaie aussi, surtout, parce que quand j'ai commencé à écrire sur la DPJ, les gens me disaient toujours il y a sûrement quelque chose que vous ne savez pas, la DPJ doit avoir raison, ça ne se peut pas qu'on occulte à ce point-là l'intérêt de l'enfant. Et donc, c'est un peu une espèce de combat pour moi d'essayer de montrer la mécanique du dérapage. Et dans ce texte-là, je me suis inspirée modestement de la part de l'autre, où on a comme deux histoires d'Adolf Hitler. Et là, je me suis dit, à partir de la même prémisse, j'ai comme fait une espèce de collage d'histoires vraies, à partir desquelles j'ai fait une situation similaire, donc une situation qui va bien et une situation qui va mal, mais à partir exactement des mêmes faits, de la même prémisse.
Donc, à partir de ces deux versions-là, les gens peuvent voir à quel point, avec les mêmes parents, le même enfant, la même situation, on peut arriver à sauver un enfant et on peut arriver à une situation où un enfant peut mourir. Voilà. Comme à chaque année, le Conseil supérieur de la langue française remet cette année ses 2 prix destinés à reconnaître et à récompenser la maîtrise et l'excellence de la langue française chez les professionnels des médias. Et pour connaître donc le témoignage des 2 lauréates, voici la vidéo des prix Média 2022 du Conseil supérieur de la langue française du Québec. La qualité de la langue française, c'est très important pour moi parce que c'est même viscéral un peu parce que c'est ma langue maternelle. Et c'est aussi une langue que j'ai eu l'impression d'apprendre toute ma vie et que je continue à apprendre. Et ça tombe bien parce que je suis quelqu'un qui adore apprendre. Et tout ça a commencé par un coup de foudre pour la lecture dès le primaire. Pour moi, il y avait quelque chose de magique quand j'ai appris à lire. Ça ouvrait des portes, ça ouvrait des fenêtres. Et j'ai eu beaucoup de professeurs qui ont encouragé cette passion-là. Mes parents aussi l'encourageaient. Et je dirais que les écrivains ont été parmi mes meilleurs professeurs. C'est eux qui m'ont fait découvrir que c'était une langue qui avait des possibilités infinies. La qualité de la langue française revêt une très grande importance parce que si on n'est pas exigeant envers cette langue-là, elle va finir par s'effriter, s'étioler et puis éventuellement disparaître. Moi, j'habitais au Manitoba, en Saskatchewan, puis aussi dans les Maritimes et j'ai vraiment été témoin d'endroits où justement la langue est extrêmement fragile, où les Franco-Manitobains se battent pour la préserver. Et moins on est exigeant avec la langue, plus tranquillement elle disparaît. On commence par des petits anglicismes. Et elle finit par disparaître. Donc, je pense qu'il faut rester extrêmement vigilant, surtout dans le contexte nord-américain. Et c'est un miracle, c'est incroyable qu'au Québec, on parle le français. Je pense que c'est une chance inouïe. Et moi, j'ai vraiment baigné dans la culture française. J'ai appris le français en Éthiopie, je suis née en Éthiopie. Et puis, mon père, c'est un francophile. Donc, on est venu au Québec à cause du français, enfin, grâce au français. Et quand on était petit, on écoutait des émissions comme Apostrophe avec Bernard Pivot, qui recevait des écrivains comme Solzhenitsyn, Milan Kundera, Marguerite Yourcenar, Marguerite Duras. Et très tôt, on a eu accès à cette langue riche en vocabulaire, en toutes sortes de choses. Et c'était un peu une fenêtre sur le monde. Et ce qui était bien avec la télévision, c'est que tout d'un coup, vous êtes dans votre salon, et vous recevez ces grands écrivains. Quel que soit votre niveau social, vous avez accès à cette culture, à cette richesse, en fait. Et je pense que c'est extrêmement important d'être exigeant, de ne pas être paresseux quand on parle le français, d'utiliser les verbes. C'est une langue tellement riche. Et donc, cette qualité est très importante pour qu'elle continue à être vivante et puis qu'elle puisse continuer à être vivante pendant encore de nombreuses années. Dans mon métier de journaliste, c'est une préoccupation de tous les instants parce que mon outil de travail, c'est la langue française, c'est l'écriture. Et je pense que la langue française, c'est un outil de cohérence dans notre société. C'est dans cette langue-là qu'on fait nos débats, qu'on se parle, qu'on s'engueule des fois. Donc, je me suis rendu compte aussi que j'aimais raconter des histoires dans mes chroniques et que c'était très important pour moi, dans le fond, que les gens, quand les gens me lisent, qu'ils se rendent jusqu'au bout du texte. Et comment on fait ça? C'est en maintenant l'intérêt. Et on maintient l'intérêt quand on est clair, concis, qu'on a du style aussi. Donc, c'est vraiment une préoccupation de tous les instants. Et ce que je veux faire aussi quand j'écris une chronique, c'est mon travail de chroniqueur, c'est de m'adresser à tout le monde. Donc, il ne faut pas que ce soit un langage hermétique. Ça ne veut pas dire simpliste.
mais il faut que tout le monde puisse se rendre au bout du texte, peu importe le sujet. Et je pense qu'un des plus beaux compliments qu'on peut me faire dans la vie, c'est lorsque quelqu'un me dit « ça ne m'intéressait pas ce sujet-là, mais je me suis rendue jusqu'au bout du texte et j'ai appris des choses et j'ai aimé ça ». Donc, c'est pour ça que c'est un outil super important. Alors, cette préoccupation de la qualité de la langue française est vraiment au cœur de notre métier de journaliste, puisque nous sommes des communicateurs, on raconte des histoires, et c'est très important pour nous d'utiliser les bons mots, d'une part pour que le public comprennent le reportage, mais aussi parce que vous savez, il y a des gens qui arrivent au Québec, des nouveaux arrivants, et on leur dit la meilleure façon d'apprendre le français, c'est de regarder la télévision en français. Donc, on a aussi ce rôle-là d'éduquer aussi les gens et de nous assurer que le français que l'on est en train de communiquer soit le bon. Et puis nous, bon, on est des raconteurs d'histoires. Enfin, moi, j'adore ce métier pour cela. Et je reprends toujours la citation de Boileau qui dit « Ce que l'on conçoit s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément ». Et c'est vrai qu'on utilise aussi des phrases simples, des phrases courtes. Et les mots qu'on utilise pour raconter une histoire, pour raconter la vie de quelqu'un ou un reportage, par exemple, quand j'étais en Haïti, il y avait le tremblement de terre, pour toucher les gens, on essaie de choisir les bons mots qui vont toucher, émouvoir les gens. Et c'est important d'utiliser tous les mots, enfin, plus possible de mots de la langue française parce que c'est une langue qui est extrêmement riche. Donc, on a un rôle de communicateur, oui, mais aussi un peu d'éducateur. Pour l'annonce des 3 premiers prix, Moïse Cossette de l'Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire, j'inviterai Mélanie Lagacé, présidente de l'ACRA. Alors, bonsoir à tous. L'ACRA, qui est l'Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire, est très fière de s'associer avec la FPJQ afin de remettre les prix Moïse Cossette qui honore depuis 1982 l'excellence des journalistes et rédacteurs qui couvrent l'actualité agroalimentaire. L'ACRA, qui souligne ses 65 ans cette année, a pour mission d'emblée d'accroître les compétences de ses membres, mais surtout de militer en faveur d'une information agroalimentaire véridique, pertinente et accessible tant aux experts de l'industrie agroalimentaire qu'au grand public. Alors, les nommés 2022 pour la catégorie 1, dossier ou article d'actualité sont Sylvie Cloutier, Christian Bazinet, Dimitri Fraisse et Vincent Lambert pour leur article « Mais pourquoi donc les prix des aliments augmentent-ils » paru dans Les Affaires. Martin Ménard et Caroline Morneau pour leur article « L'avenir des vaches attachées en jeu » paru dans La Terre de chez nous. Nicolas Mesli pour son article « Gaz à effet de serre » paru dans Le Coopérateur. Et Caroline Morneau, Patricia Blackburn pour leur article « L'effet pervers de la mobilité des travailleurs étrangers » paru dans La Terre de chez nous. Et exceptionnellement, cette année, le jury désigne 2 gagnants ex aequo dans cette catégorie. Donc, Martin Ménard et Caroline Morneau de La Terre de chez nous et Nicolas Mesli pour son article paru dans Le Coopérateur. Merci. Un petit mot pour dire que je suis vraiment content que l'ACRA et la FPJQ soient ensemble pour récompenser le journalisme agricole, parce qu'il y a des journalistes en économie spécialisés
en environnement. Et en agriculture, ça en prend, surtout dans le contexte actuel dans lequel on est. Si vous pensez à l'Ukraine, par exemple, d'expliquer et de vulgariser ces enjeux-là, c'est extrêmement important. Donc, je veux féliciter les collègues de la terre de chez nous. Et si vous me permettez, en deuxième, j'aimerais dédier ce prix-là à un collègue qui se bat contre une très grave maladie et qui a été rédacteur en chef du Bulletin des agriculteurs, qui a été rédacteur en chef de la terre de chez nous, qui a travaillé pour de nombreuses émissions de télé, dont s'appelait Cultiver bien élevé, et qui s'appelle Marc-Alain Soucy. Alors, je lui dédie ce prix. Merci beaucoup. As-tu une enveloppe là-dedans? Alors, bonsoir, merci beaucoup à la CRA justement de souligner le travail des journalistes agricoles. C'est vrai que c'est important, comme mon collègue le disait. J'accepte ce prix-là aussi pour mon collègue Martin, qui ne pouvait pas être là ce soir malheureusement, mais merci beaucoup. Puis aussi toute l'équipe de la terre de chez nous, merci, ça me touche beaucoup. Merci. Alors, deuxième catégorie, dossier ou article technique. Les finalistes sont Martin Archambault pour son article « Est-ce un ovni, un avion? Non, c'est un composteur » qui est paru dans le magazine Parc Québec. Nancy Malenfant pour son article « La mouche rose séduisante et redoutable » paru dans le Coopérateur. Et Caroline Morneau et Martin Ménard pour leur article « Qui calcule gagne » paru dans La Terre de Chili. Et le gagnant de la catégorie 2, Caroline Morneau et Martin Ménard de La Terre de Chili. Merci encore. Merci à mon collègue Martin encore. Ça me fait vraiment plaisir. Je ne m'attendais pas à gagner 2 fois. Merci beaucoup. Merci. Autre prix Judith Jasmin, catégorie locale et régionale. Donc, Adrienne Baribeau, réalisatrice, Éric Bachan, collaboration à la recherche, Jacques Normand Sauvé à la recherche. Il y a 50 ans, la crise de Sturgeon Falls, l'ONFR. Gabriel Côté, Par la force du vent, ou comment Bruno Marchand est devenu maire de Québec, le carrefour du Québec. Et Dominique Degré, journaliste, Angie Bonenfant et André Dalencourt à la réalisation, Justine de l'Église, contenu numérique, Vanier First Nation, quand les Autochtones se réapproprient la capitale ici à Radio-Canada. Les gagnants-gagnantes, Dominique Degré, Angie Bonenfant et André Dalencourt, Justine de l'Église, Vanier First Nation, quand les Autochtones se réapproprient la capitale. Les membres du jury étaient Catherine Bellé-Murray, Silvio Morin et Philippe Orphelli, qui ont souligné que c'était un reportage bien vivant, très actuel, qui met en lumière les enjeux des Autochtones en ville et les réussites de cette communauté singulière. Bravo. Merci. Wow. Merci beaucoup aux membres du jury d'avoir pris le temps de lire et d'apprécier cet article-là qui a été très long à faire, évidemment, la pandémie ayant, comme beaucoup de gens, morcelé le processus. Assez dramatiquement dans mon cas aussi parce que j'ai changé de ville à travers tout ça. C'était bien compliqué, mais ils m'ont fait confiance quand même malgré tout parce que c'est un sujet dans lequel ils voyaient de la valeur dans ma démarche. Donc, je les remercie beaucoup. Mes patrons pour ça, évidemment aussi, c'est un travail que je n'aurais pas pu faire seul. Angie, André, Justine, sans vous,
Ce projet-là n'aurait aucun sens parce que j'avais trop d'idées, puis vous m'avez recadré, sinon ça aurait été un gros ramassis n'importe quoi. Évidemment, c'est un sujet qui a été très bien illustré aussi grâce à Simon Blais, Andrew Lee et Christian Patry qui ont pris des photos et donné un style visuel à ce texte-là qui est absolument formidable et qui donne justice à tous ces personnages extrêmement colorés que j'ai eu la chance de rencontrer. Puis cette démarche-là, d'un point de vue personnel aussi, quand on devient journaliste, on veut changer le monde un peu à grands coups d'enquête en devenant reporter à l'international ou en couvrant des conflits. Et c'est du travail qui est extrêmement important et que j'adore lire et ça m'a beaucoup inspiré. Mais cette démarche-là m'a montré que quand on prend le temps de regarder ce qui se passe dans notre cours, puis l'autre bord de la rue, puis qu'on raconte ces histoires-là, on peut faire la différence aussi. Parce que dans un monde où on est collé sur nos écrans, puis tout ce qu'on voit a une connotation un peu toxique, ça fait du bien de sortir un peu, puis d'apprendre à connaître nos voisins. Puis le monde, au final, c'est quoi? Ben, c'est des gens qui habitent un en face de l'autre, puis qu'il faudrait qu'ils s'écoutent un petit peu plus des fois. Fait que je suis bien content. Merci beaucoup. Bravo. J'inviterai maintenant Michael Nguyen pour annoncer le reportage gagnant dans la catégorie Faits divers et affaires criminelles du prix Judith Jasmin. Donc, dans la catégorie pour les faits divers et les affaires criminelles, Catherine Dubé pour Quelle justice après moi aussi pour Châtelaine. Gaëtan Pouliot, journaliste, Luc Tremblay, réalisateur, Laval sur le lac Léman, enquête sur ici Radio-Canada Télé. Et Caroline Touzin, La police de l'avenir à La Presse. Et la gagnante cette année, Catherine Dubé, pour Quelle justice après moi aussi pour Châtelaine. Les membres du jury étaient Kathleen Lévesque, Jean-Benoît Nadeau et Nicolas Pelletier. Et le mot du jury, c'est « Le jury était très impressionné par l'ampleur de la recherche, la qualité exceptionnelle de l'écriture et l'impressionnante clairvoyance de Catherine Dubé pour son reportage. » Félicitations, Catherine. Félicitations. Merci. Que je suis contente. Je suis contente pour moi, mais je suis contente pour Châtelaine aussi. Les magazines féminins, on sait qu'ils sont bien bons pour faire des beaux dossiers de mode, des recettes. Celles de Châtelaine sont excellentes d'ailleurs, mais on s'attend moins à gagner un prix dans cette catégorie-là. Affaires criminelles, c'est beau! C'est beau! Alors, je suis très, très contente de montrer avec ce texte, avec ce prix, que les magazines féminins peuvent faire du solide, du reportage de fond, une enquête dans ce cas-là. Il faut dire que ce reportage-là a été publié tout juste après l'affaire Guy Robison. À un moment où, en fait, c'est ça, moi, j'avais commencé même plusieurs mois avant à faire des recherches, à savoir ce qui se passait, ce qui avait changé dans le palais de justice. Et puis, je suis arrivée avec ce reportage-là, alors que l'affaire venait de se conclure. Et puis, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui étaient dans ce reportage-là qui se sont avérées par la suite. Il y a eu les tribunaux spécialisés qui ont été annoncés et tout. Donc, je veux dire félicitations aux autres finalistes. C'était quand même du gros calibre. Et puis, je veux aussi dire un grand merci à Joanne Mauzon, rédactrice en chef, et à Daniel Chrétien, rédacteur en chef adjoint. Ce prix-là, c'est aussi le vôtre. Châtelaine, c'est une toute petite équipe. Donc, je suis vraiment très, très fière d'avoir qu'on ait réussi à faire ce texte-là et à avoir remporté le prix. Merci beaucoup. Prix Antoine Désilets, catégorie portrait. Marco Campanozzi, Béatrice Lopez.
Olivier Jean, La douleur d'une vie, la presse. Et Martin Tremblay, Stanley Volant, la presse. Le gagnant, Martin Tremblay, Stanley Volant, la presse. Donc, les membres du jury étaient Daniel Mallard, Sébastien Michaud et Suzanne Vauhaut. Donc, le jury a aimé l'harmonie des couleurs, le côté esthétique, mais qui ne nuit pas au propos, la nature évoquant les origines du médecin, le fond blanc évoquant l'hôpital, la lumière diffuse avec ses ombres et ses lumières. Tous ces éléments font de cette image un portrait avec des symboliques très fortes. Bravo. Je vais être meilleur cette fois-ci. Merci, je suis vraiment étonné de recevoir 2 prix ce soir. Merci à Stanley Volant d'avoir accepté mon concept qui sort de l'hôpital habillé de cette façon. C'est très généreux de sa part. Merci à ma partenaire Katia Gagnon qui a écrit nos 12 portraits de héros obscurs. L'idée, c'était de prendre des gens qui n'avaient pas été dans les médias, mais qui avaient fait un travail colossal. Stanley a vraiment réussi à réunir tous les communautés autochtones autour d'une même table avec le gouvernement pour pouvoir, dans les régions les plus éloignées au nord, offrir des soins et de la vaccination. Et je voudrais en profiter aussi rapidement parce que à la presse, comme vous voyez un peu ce soir, on est plusieurs photographes. On est aussi les enfants d'une longue tradition de photographie à la presse, comme Antoine Désilet, entre autres. Il y en a eu d'autres, mais il y en a un l'an dernier qui est mort, qui est Michel Gravel, un grand photojournaliste moins connu que M. Désilet, mais qui m'a beaucoup inspiré. Quand je suis arrivé à la presse, il terminait, il était à 1 jour semaine. Et Michel a été vraiment un moteur pour moi, une inspiration. Puis il m'a vraiment donné le goût d'aller à l'étranger. Il avait couvert la guerre au Vietnam en 1973. Je suis né en 1973. C'est une symbolique poche, mais bon. Michel, il prenait vraiment le temps avec les jeunes. J'imagine Ivano, qui est ici aussi, qu'on est arrivé ensemble à la presse à ce moment-là. Michel, je n'ai pas pu te le dire de ton vivant, malheureusement, mais un immense merci à toi. Et Judy Jasmin, catégorie sport. Marie-Christine Noël, journaliste, Ninon Pedneau, réalisatrice, Pression, bureau d'enquête de Québécois. Guillaume Piedboeuf, Olivia Laperrière-Roy, Éric Martel, Baéoli, Courir loin du ring, ici Radio-Canada, Québec. Marc Thibodeau, une suite d'erreurs majeures, la presse. Le gagnant, Marc Thibodeau, une suite d'erreurs majeures, la presse. Donc, les membres du jury étaient Antoine Lacroix, Yannick Morin et Nicolas Saillant. Ils ont indiqué que la qualité du travail de terrain et la rigueur de sa recherche nous confortent, les membres du jury, dans notre décision de décerner le prix Judy Jasmin à Marc Thibodeau. Bravo. Bonsoir. Merci beaucoup. J'étais assis à ma place et je priais de ne pas gagner parce que je suis certain que je vais me mélanger dans les noms. Et par ailleurs, un peu comme ma collègue Katia, je ne suis pas quelqu'un qui, a priori, couvre très souvent les sports, mais ça a été une occasion exceptionnelle qui est très enrichissante pour moi de pouvoir me plonger, d'explorer un peu les causes du décès de la boxeuse Jeannette Zacharias-Zapata, qui est un décès qui avait troublé beaucoup de gens au Québec. Évidemment, c'est mon nom qui est là, mais c'est le résultat, comme dans bien des cas, d'un effort collectif. D'abord, il y a un journaliste d'El País, Jorge Porras, qui m'a donné quelques informations très intéressantes pour lancer l'exercice. Ça survenait après que Jean-François Bégin, mon collègue, mon patron, a eu la bonne ou mauvaise idée de me confier la tâche.
Jean-François Tremblay, pendant que j'étais là-bas, le responsable des sports, a fait preuve d'un enthousiasme absolument spectaculaire qui parfois était au-delà du mien et qui m'a gardé donc bien enthousiaste. Et enfin, Jennifer Martinez, qui était ma fixeur, naviguer dans un environnement extrêmement complexe en me permettant d'obtenir les entrevues dont j'avais besoin. Donc, tout ça a été un privilège. Je suis content d'avoir pu jeter un iota ou un peu de lumière sur ce qui est arrivé à cette boxeuse-là. J'espère que sa famille aura des réponses encore plus approfondies avec le rapport du coroner qui s'en vient. Merci. On reste dans le sport. Prix Antoine Desilets, catégorie sport. Bernard Brault, Vers la victoire, la presse. Bernard Brault, à en perdre la tête, la presse. Et le prochain prénom commence par B. Benoît Pellos, La face cachée de la honte, le Journal de Montréal. Et le gagnant est Bernard Brault, Vers la victoire, la presse. Alors, les membres du jury, Daniel Mallard, Sébastien Michaud et Suzanne Vauhaut, ont indiqué que l'émotion est bien captée pour ce moment historique dans l'histoire du sport canadien. Les gradins vides rappellent le contexte de pandémie, le dynamisme est contagieux. J'invite le petit-petit-fils Luc Desilets, le cousin, le mononcle. Hey, c'est le fun, plus la soirée avance, plus je rajeunis. Bernard Brault a écrit il y a quelques minutes, lorsque je lui ai envoyé une photo de son premier prix. Hein, j'ai gagné pour Victor Pilon. C'est quelqu'un de très discret, de très humble, comme beaucoup de photographes d'ailleurs, qui ne sont pas capables de reconnaître tout le pouvoir, toute la force qu'ils ont avec leurs images. C'est triste, mais c'est ainsi. Peut-être vous dire que je pense que c'est la 17e année du prix Antoine Desilets. Si je ne me trompe pas, c'est la 17e année. Et pour mon père, c'est la plus belle consécration. Il en parlait, puis jusqu'à... Il est décédé ça fait 2 ans. Avec tellement d'émotions. Pourtant, c'est un gars qui a gagné une centaine de prix, puis des affaires internationales. Mais le prix Antoine Desilets, ça avait une signification qui n'est pas disable. Bon. Entre autres, peut-être parce que c'est un prix qui a été donné ou nommé à son nom de son vivant. Et ça, c'est aussi particulier, ce n'est pas évident. Mon père a pris comment dirais-je, a pris son crayon à quelques reprises pour pouvoir souligner à chacun des récipiendaires, il ne l'a pas fait à chaque année, mais à plusieurs années, quand il en était capable, toute son admiration pour un tel, d'avoir gagné tel prix. Évidemment, je passais derrière pour corriger parce que mon père avait un français épouvantable. Mais ce désir-là, ce souhait-là de demeurer dans le décor, de pouvoir faire savoir aux gens qu'il appréciait, j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Beaucoup. Tantôt, Martin Tremblay a fait référence à Michel Gravel. Michel Gravel, que j'ai bien connu. Puis un des plaisirs... Combien de temps j'ai? Le politicien, il est parti sur un discours. Non, Michel Gravel, je l'ai invité à m'emmener à venir faire un tour chez mon père. Parce que mon père adorait Michel Gravel, mais mon père était un solitaire, un sauvage. Michel, un petit peu aussi. Et Michel s'est pointé chez mon père à ma demande. J'étais là. Et on a eu l'occasion de passer une soirée extraordinaire avec la conjointe de Michel. Michel commençait déjà à perdre un petit peu de ses facultés cognitives, mais il a fait référence à des événements, l'arrivée de la reine, etc., 1967, oui, etc. Des affaires vraiment fantastiques, des souvenirs ancrés, de vieux souvenirs super ancrés dans sa tête. Et ça, c'est un plaisir que j'ai pris du vivant de mon père. Je me suis occupé de ses affaires les 25-30 dernières années. Un plaisir que j'ai pris de lui faire plaisir
à rencontrer des gens qu'il a aimés et surtout des photographes. Mon père n'avait pas beaucoup d'amis, mais mon père avait des amis sincères, profonds, qu'il ne voyait pas souvent, mais qu'il appréciait tellement. C'était le cas avec des Bernard Brault et des Ivano de Mers. J'ai fait référence tantôt, il se cache là-bas. Ivano, à un moment donné, je ne sais pas comment ça s'est pointé, mais j'appelle Ivano et je lui dis « Mon père aimerait ça te voir ». Ivano accepte avec un grand plaisir. Ivano se pointe à la maison, au condo de mon père. Mes parents sont là, petite grignotine. Et ça a été un des plus beaux moments de ma vie, et je pense de la vie de mon père, en tout cas, dans les dernières années. Mon père avait une admiration incommensurable pour Ivano et pour plein d'autres photographes qui sont ici ce soir, mais Ivano, il y a un petit caca-chose. Il n'est pas laid, là, mais en tout cas, il y a un petit caca-chose. Et j'ai passé l'après-midi avec eux. Puis Ivano se promenait à gauche, à droite, puis Antoine, tu veux-tu faire ça? Puis mon père a joué au modèle. Puis on a déplacé, j'espère que tu t'en souviens, Ivano, là, on a déplacé la causeuse, le petit sofa, la berceuse de mon père pour pouvoir prendre des photos. Puis moi, j'ai eu un plaisir immense aussi à participer à ça. Je fais beaucoup de photographies. Alors moi, j'y allais avec mes angles, puis Ivano y allait avec les siens. Et Ivano a fait la plus belle photo de mon père, Antoine Desilets. Vraiment la plus belle photo, noir et blanc et couleur, mais noir et blanc est encore plus percutante. Un portrait de mon père, comme ça, avec, bon, il est décédé à 92 ans, alors avec les rides, les traits qu'on a à 92 ans. Photo que j'ai réutilisée à un moment donné dans je ne sais pas trop quoi, mais c'est la plus belle photo qu'Ivano a fait à peu près 1 an, je pense, avant le décès de mon père. C'est assez, j'ai fini. Pas de problème, M. Gravel. Soit dit en passant, j'ai eu le bonheur de jouer votre rôle il y a 7-8 ans et d'animer la remise des prix. Ouais, moi, je n'ai pas fait de gaffe comme vous, là, le petit-fils d'Antoine Desilets, là, mais quand même. Oui, ben, pas ici, mais c'était à Saint-Sauveur. Et petite anecdote, je remets un prix à un moment donné, un dénommé Jacques du Devoir. Nadeau! Un prix à Jacques Nadeau. Jacques Nadeau s'en vient. Puis ça, c'est un hyperactif, plus hyperactif que moi. Il arrive au micro, il a son texte, il lit ses affaires, il s'en va. Je reprends à votre place. Et là, à un moment donné, je cherche mes textes. Jacques, non, je ne les ai pas tes textes, Il s'en va à sa place. Jacques, tu as mes textes. Là, je suis devant le micro, là, il y a mes textes. Finalement, Jacques s'est aperçu qu'il y avait mes textes. Jacques est revenu porter ses textes et s'est agenouillé devant moi pour me remettre mes textes pour la suite. Alors, merci beaucoup. C'est un grand plaisir que vous soyez tous là. Vous êtes hyper importants pour le Québec, hyper importants pour l'image, pour les propos que l'on transmet à tous et chacun. Merci. Je suis convaincu que votre père vous a dit un jour qu'une image vaut 1000 mots. C'est ça comme ça. Alors, l'annonce du prix Judith Jasmin, catégorie enquête. Donc, il est nommé Sylvie Fournier, journaliste, Judith Plamondon, réalisatrice « On m'a volé ma fertilité », l'émission Enquête sur ici Radio-Canada Télé. Natacha Lavigne, La face cachée des tomates de Mers, ici Radio-Canada. Romain Chouet, La filière indienne, Enquête sur ici Radio-Canada Télé. Et Marie-Michel Sioui et Jessica Nadeau. Je vais vous donner le titre de l'article. Autochtones et soins de santé, l'affaire Joyce Echaquan. Loin d'être un cas isolé, le devoir. Alors, il y a 2 dames.
Sylvie Fournier, Judith Plamondon, on m'a volé ma fertilité sur enquête sur ici Radio-Canada Télé. Et Marie-Michel Sioui et Jessica Nadeau, Autochtones et soins de santé, l'affaire Joyce Echaquan, loin d'être un cas isolé, le devoir. Alors, les membres du jury, Guy Gendron, Hélène Pichette et Anne-Marie Yvon. Alors, donc, ils ont écrit « La discrimination envers les Autochtones n'appartient donc pas à un lointain passé colonial, mais elle s'incarne toujours dans le présent. » 2 reportages d'enquête l'ont illustré dans toute son horreur en révélant la pratique odieuse de la stérilisation. Bravo! Merci. Marie-Michel ne peut pas être ici ce soir, elle est avec nous sur Zoom. Son petit gars Jules lui avait dit qu'elle n'allait pas gagner. Alors Jules, ta maman, elle a gagné. Je tiens à remercier personnellement Marie-Michel d'être une si merveilleuse amie, une partenaire de travail extraordinaire. Ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'émotions, et on se parlait pratiquement à tous les jours pour partager, pour échanger. Puis ça a été ça a été un beau moment à quelque part de pouvoir recueillir tous ces témoignages-là. Nous souhaitons remercier les nombreux Autochtones qui ont eu le courage de dénoncer publiquement la discrimination dont elles ont été victimes, il et elles. Pauline, Jocelyne, Gabrielle, Joliane, Cheryl, Weston, Louise, Aline, Sylvain, Martin, François, Tracy, la famille de la petite Abby et de Marie et tous les autres qui ont changé d'idée en cours de route parce qu'ils avaient peur de représailles la prochaine fois qu'ils vont devoir se rendre à l'hôpital. Leur courage est exemplaire parce qu'il n'y a aucune donnée à ce sujet et c'est ce que nous avons dénoncé également dans ce dossier. C'est une chose qui nous a marqué, Marie-Michel et moi, c'est que sans données officielles, la démonstration du racisme et de la discrimination repose uniquement sur les épaules des victimes. Donc, merci. On aimerait également remercier tous les chefs, les professionnels autochtones qui nous ont parlé du phénomène avec un merci tout particulier pour le Dr Stanley Florent. Enfin, un grand merci à nos collègues qui ont travaillé avec nous sur ce dossier. Ils sont nombreux, les photographes Jacques Nadeau, Marie-France Coallier, l'équipe vidéo, Matt Joycey, Étienne Ravary, Sarah Boumeda, de même que Olivia Gélina et Cédric Gagnon pour la réalisation du document interactif retraçant le chemin parcouru par les Autochtones afin d'obtenir des soins. Merci à nos boss, tout le temps qu'ils nous ont offert sur ce dossier, les encouragements aussi. Merci à Anne Panassouk, qui était à ce moment-là la conseillère aux enquêtes au devoir. Anne, tu as été une mentor pour nous et on espère un jour inspirer le respect dans les communautés autant que tu le fais. Bravo à tous les collègues, nominés ou non. Quand on voit la quantité de reportages qui ont été faits sur les sujets autochtones, je pense qu'on peut se féliciter collectivement et c'est un devoir qu'on a de continuer à le faire. Merci. Merci. Merci en mon nom et en celui de Judith, qui aurait bien aimé être là ce soir, mais qui vient d'avoir un petit bébé. Et c'est survenu vers la fin de la production de ce reportage. Et ça a été saisissant pour nous de réfléchir au fait qu'elle allait avoir ce cadeau que les femmes dans notre reportage n'avaient pas pu avoir, dont elles avaient été privées. Et évidemment, c'est à ces femmes qu'on veut dire merci ce soir, parce que, et je ne le dis pas à la légère, elles ont, dans certains cas, brisé des années de silence et de secrets de famille aussi, parfois, pour témoigner, pour partager des récits extrêmement intimes et difficiles pour ce reportage. Je voudrais aussi remercier 2 autres personnes qui sont Ariane Métellus et Alissa Lombard, qui sont des femmes plus grandes que nature, comme on en rencontre parfois dans ce métier-là, qui nous ont beaucoup aidés dans la cueillette aussi. Merci à Judith d'avoir mis son talent au service de ce reportage. Puis je pense qu'elle aimerait que je souligne le travail de Jean-Pierre Gandin, notre caméraman de longue date, et Jean-Yves Houle, qui a fait un montage avec beaucoup de finesse, et Ivano Demers, qui nous a fait de magnifiques photos. Oh. Et je veux dire, je suis vraiment chanceuse parce que je fais partie d'une gang qui s'appelle Enquête. Puis vous n'avez pas idée du soutien, de la collaboration,
de l'amitié et de l'émulation qu'il y a au sein de cette équipe-là. C'est vraiment extraordinaire. Ça a été un cadeau pendant 15 ans. Mais je me rappelle la journée où on a soumis ce projet de reportage. On était en Zoom, justement, et j'avais des faces en gros plan. Et je voyais les regards d'incrédulité parce que cette histoire-là semblait incroyable, puis vraiment difficile à faire. Puis on a le privilège, justement, de travailler pour une émission où on a des moyens, on a du temps pour oser des fois des sujets comme celui-là qui paraissent presque impossibles à faire et qu'on parvient à faire grâce à, justement, tout ce que je viens de vous décrire. Alors voilà. Merci beaucoup. J'inviterai maintenant Julie Desbiens, chef de pupitre à la Terre de chez nous et vice-présidente de l'ACRA, pour annoncer les derniers prix de l'Association des communicateurs et rédacteurs de l'agroalimentaire. Bonsoir. Alors, je prends quelques minutes juste pour remercier là, chaleureusement les membres de notre jury 2022. C'était inscrit tout à l'heure, mais il y avait Simon Guertin, qui est ancien éditeur du Bulletin des agriculteurs, Pascal Thériault, qui est directeur du programme de gestion et technologie d'entreprises agricoles de l'Université McGill, puis vice-président de l'Ordre des agronomes du Québec, et Yolène Villeneuve, qui est l'ex-directrice affaires publiques et corporatives du Conseil des industriels laitiers du Québec. Alors, merci beaucoup. Donc, je vais poursuivre pour la troisième catégorie qui est portrait d'individu ou d'entreprise. Les finalistes sont Étienne Gosselin, une histoire laitière dont ils sont les héros. Paru dans le Coopérateur. Nicolas Mesli, Joanne Pagé, une géante au pays du soya, paru dans le Bulletin des agriculteurs. Puis Marie-Claude Poulain, pour Véronique Bouchard, une leader humaniste, parue dans le Bulletin des agriculteurs. Et le gagnant est Étienne Gosselin. Merci beaucoup à tous. Bravo Nicolas, mon collègue Nicolas Mesli, journaliste agricole. C'est un honneur de concourir avec toi chaque année ou presque. Il se fait du bon journalisme agricole au Québec. Merci à la FPJQ ce soir de nous accueillir pour la première fois. C'est exceptionnel. On se sent, on sort de notre hôtel, puis ça nous donne du rebondissement au prix Maurice Cossette. J'ai le bonheur de faire ce métier-là depuis 2004. Cette catégorie-là, portrait d'individu, j'adore faire des portraits d'individus. Pour moi, c'est très ressourçant d'entrer dans la vie des gens, dans le quotidien des fermes, avec tous les codes de ces gens-là. J'ai dû visiter depuis 2004 au moins 1000 fermes, je pense. La bonne nouvelle, c'est qu'il en reste 28 000, donc j'ai encore du travail. Merci. Alors, dans la catégorie court article blog pour le web, les finalistes sont Paul Caplette, combien ça vaut le travail d'agriculteur, paru dans le Bulletin des agriculteurs. Étienne Gosselin, apiculture et happyculture à Bolton West, dans le blog alimentaire Tourisme Brome-Missisquoi. Et Nicolas Mesli, le conflit Russie-Ukraine est un enjeu pour le secteur agricole. Donc, c'est paru dans le Bulletin des agriculteurs. Alors, pour cette catégorie, nous remettons 2 prix. Alors, il y a les gagnants sont Nicolas Mesli et Étienne Gosselin. J'avais travaillé pour un ministre comme attaché de presse, puis quand j'étais avec le ministre, c'était le ministre de l'Agriculture du Canada, il s'appelait M. Whelan. Puis il y avait un autre qui travaillait pour lui, un autre attaché, qui avait cette grandeur-là de mon ami Étienne. Fait que quand on arrivait quelque part,
Il disait ah, monsieur le ministre, vous travaillez avec votre secrétaire et vous avez votre bodyguard. Ben, écoutez, merci beaucoup. Je crois que le conflit en Ukraine, ce qui se passe en ce moment, va redéfinir une grande partie du commerce agricole international. Le Canada va avoir à jouer un rôle si, évidemment, il y a du leadership. J'ai été très content de couvrir cette nouvelle-là et il va en avoir d'autres. Merci. Je viens de dire qu'il y a beaucoup de bons articles sur l'agroalimentaire et l'agriculture au Québec. J'ai pris une demi-journée pour lire tous les textes des finalistes. Je vous invite à le faire, ça c'est disponible sur le site de l'ACRA. L'autre finaliste, Paul Caplette, est un agriculteur de la Montérégie qui chronique sur sa vie quotidienne. C'est exceptionnel, vous irez lire ça. Paul Caplette. Merci. Alors, la décision d'attribuer le prix Coup de cœur est vraiment à la discrétion des membres du jury qui ont décidé cette année d'en remettre un. Alors, le prix est remis à Patrick Dupuis pour son article « Un homme heureux, longue vie, fonce », paru dans le Coopérateur. Il n'est pas présent. Bien, félicitations. Alors, bravo à tous les gagnants. Merci. Autre coup de cœur du Conseil québécois du loisir. J'inviterai donc son président, M. Pierre-Paul Leduc, pour remettre ce prix. Oui, alors, un prix coup de cœur du jury, un prix de 500 $ est attribué à Marie-Pierre Gagnon pour son reportage « Une grange convertie en patinoire de rêve », publié dans le Canada français. Bonsoir tout le monde. Je vais prendre un petit temps juste pour remercier mes patrons de laisser de la place dans le journal à chaque semaine pour des histoires heureuses qui font du bien à lire, qui racontent dans ce cas-ci l'histoire de la passion d'un homme en fait qui a converti sa grange pour que ses enfants puissent apprendre à patiner. Et aujourd'hui, c'est ses petits-enfants qui patinent sur cette même patinoire. Donc, c'est une très belle histoire. Ça faisait du bien. C'est arrivé en pleine pandémie. Donc, les gens ont adoré. Ça l'a beaucoup voyagé aussi sur Internet. Donc, ça a été une belle histoire. Merci aussi donc à mes patrons pour ça. Et merci surtout à M. Berthiaume, le monsieur en question, qui a accepté de m'ouvrir les portes de sa grange. Et c'était quelque chose qu'il a fait parce qu'on est un journal local. Donc, voilà. Bonne soirée. J'inviterai maintenant le président de la FPJQ, Michael Nguyen, pour l'annonce de la bourse de l'infolettre 2021. C'est ça? Et la présentation des commanditaires. Alors, rebonsoir. Donc, ce soir, je vous présente une toute nouvelle bourse. C'est la bourse de l'infolettre qui me tient particulièrement à cœur. Parce que c'est connu, la relève, c'est l'avenir de notre métier. Et ce sont tous les étudiants en journalisme qui, année après année, en rentrant dans les programmes universitaires ou au cégep, qui assurent la pérennité de notre métier. Alors, pour leur donner un coup de pouce, en fait, on a créé des stages étudiants qui permettent à un étudiant à chercher la nouvelle, à réécrire les nouvelles pour notre infolettre, mais aussi à la fin du stage de confectionner un reportage qu'on publie dans l'infolettre. Et cette bourse de 500 $ provient de mon allocation à laquelle j'ai renoncé, parce que je n'en avais pas vraiment besoin, puis encourager la relève, je pense que c'est pas mal plus important. Donc, cette année, on a eu des textes de qualité, chacun avec un angle qui mettait la lumière sur un enjeu sur le journalisme. On a ici la désinformation de sa santé dans les médias de Charlotte Nieuwenhuis. Y a-t-il réellement un surplus de journalistes au Québec d'Héloïse G. Lamotte? Journalisme de solutions et journalisme scientifique, un mariage évident de Catherine Paré.
et une journaliste de trop à la COP26 de Sam Malek. Donc, le texte lauréat, c'est une analyse à propos d'une seule question d'une journaliste en conférence de presse, mais qui démontre bien l'importance du métier de journaliste, pas seulement sur ce qu'on écrit, mais aussi sur les questions qu'on pose dans les conférences de presse. C'est une analyse qui montre aussi le lien entre tous les sujets de société et qui inclut l'environnement puis l'armement militaire. Il y a un lien direct entre eux. Donc, cette année, j'ai le plaisir d'annoncer que la bourse de l'infolettre est remise à Sam Malek de l'Université de Montréal. Bonsoir à toutes et à tous. Malheureusement, il était impossible d'être parmi vous ce soir. Dans un premier temps, un gros merci aux membres du jury pour ce prix. Croyez-moi, il est grandement apprécié. Félicitations aussi aux autres stagiaires journalistes en nomination. Vos articles étaient vraiment géniaux. Un gros merci à la PGQ, tout particulièrement Michael Nouyen et Stéphane Villeneuve. Les gars, vos conseils et l'encadrement que vous m'avez offert lors de ce stage est d'une valeur inestimable. D'ailleurs, s'il y a d'autres étudiants dans la salle, je vous encourage fortement à suivre ce stage. Vous allez en apprendre énormément. Finalement, un gros merci aussi à mes enseignants lors de la session d'automne 2021 du certificat en journalisme à l'Université de Montréal qui m'ont donné les outils nécessaires à la rédaction de cet article. Sur ce, bonne continuation de gala. Merci encore et au revoir. Bonsoir. Alors, on arrive dans les grands prix. J'inviterai Sébastien Michaud et Suzanne Vauhaut, photographes et membres du jury du prix Antoine Desilets 2021, pour annoncer la photo de presse de l'année. Grand prix Antoine Desilets. OK. Bon, bonjour à tout le monde. Tu vas? Donc, les finalistes étaient parmi les photos gagnantes des différentes catégories. Et le gagnant ou la gagnante est? Donc, le gagnant est Édouard Plante-Fréchette. Pour son image délogée. Au nom d'Édouard, qui n'est toujours pas là, mais il m'a texté qu'il était en bon état, donc je vous rassure. Je vous remercie et je remercie également à tous les photographes de la presse pour leur travail exceptionnel, parce que c'est toujours un plaisir de travailler avec eux. Voilà. Et le Grand Prix Judith Jasmin. C'est parmi les meilleures œuvres qui... Alors, les membres, le Grand Prix Judith Jasmin, Caroline Delamotte, Catherine Richer, Ariane Léonard, la Symphonie silencieuse d'Antonia Nantel, ici Radio-Canada, première. Alors, les membres du jury étaient Stéphane Giroux et Paul Beaugrand-Champagne. Ce reportage fait la preuve par divers témoignages que les femmes de cette époque étaient invisibles, sinon inexistantes, malgré l'importance de leur œuvre, et qu'encore aujourd'hui, il n'est pas facile de les reconnaître officiellement. Ce reportage bien mené, bien bâti, informatif et instructif a une importance sociale aujourd'hui. Bravo. Wow! Merci énormément. Merci au jury, absolument. Merci au jury
Absolument. Oui, je suis très, très émue. Tout à l'heure, je n'ai peut-être pas remercié mon équipe parce que je voulais vous mettre un peu en situation de ce qu'avait été cette enquête-là là, pour déterrer Antonia Nantel et la mettre en lumière. Cette femme qui maintenant a son nom dans le foyer principal de la Maison symphonique, hein, qui s'appelle désormais, voilà, le foyer Antonia Nantel. Et elle est aussi désignée grand personnage historique du Québec et je remercie la ministre de la Culture et des Communications, Nathalie Roy, pour ce geste-là. Donc maintenant, elle est au monde, Antonia Nantel. Elle a sa place au quartier des spectacles. Mais voilà, c'est vrai que ça prend toute une équipe pour faire une émission comme celle-là. C'est 1 heure, mais c'est beaucoup de travail. Alors, je vais les remercier. Vous verrez, c'est une équipe pratiquement toute féminine. Stéphanie Gendron était la chef de contenu à qui j'ai parlé de ce projet un peu fou pour la première fois. Annie Desrochers est la meilleure animatrice du monde entier. Marie-Claude Bocage et puis Julie Brunet sont les réalisatrices avec qui j'ai travaillé au 15-18 et qui m'ont beaucoup encouragée là-dedans. Eh bien, elle est là, Sylvie Julien, elle est la première directrice d'ici, première. Elle aussi, elle a cru en ce projet-là depuis le début. Caroline Javet est la grande patronne à Radio-Canada. C'est un monde de femmes dans lequel nous vivons. Caroline Delamotte est cette réalisatrice orfèvre, absolument exceptionnelle, qui a mis donc dans vos oreilles ce documentaire-là. Ariane Léonard est cette recherchiste tout aussi exceptionnelle qui a fait la recherche pour ce documentaire aussi. Philippe Brazeau, qui n'est pas une femme, mais je t'adore quand même. Chef de contenu, avec qui je travaille beaucoup. Vincent, tu n'es pas une femme, mais je t'adore aussi. Merci de me soutenir dans mes projets très fous. Et j'en profite avant de vous quitter pour vous parler du journalisme culturel, parce qu'on en parle peu. Et puis, en plébiscitant une grande femme de culture, Antonia Nantel, vous plébiscitez aussi le journalisme culturel. Moi, c'est ça que je fais. C'est mon métier, je l'adore, ça me passionne. Il y en a d'autres, des femmes ici ce soir qui font ce métier, Émilie, Evelyne, Marie-Hélène, Tania. Et on a besoin de salles de presse qui nous encouragent, on a besoin de chefs de contenu, de patrons de presse, de directeurs éditoriaux qui croient au journalisme culturel, qui croient que ce type de, merci Tania, que ce type de journalisme est tout aussi intéressant et important que tous les autres. On a besoin de relève aussi, de jeunes journalistes qui ont envie de venir faire ce métier-là avec des contours plutôt complexes. Alors voilà, je le partage avec vous toutes, mesdames, qui faites ce métier-là de journaliste culturel. Et puis, je le partage avec vous, Madame Nantel. Vous nous avez surpris et vous continuez de nous surprendre. Merci beaucoup. Merci à toi, Catherine, d'avoir compris quand François David t'a appelé qu'il y avait quelque chose d'important. Il y a quelques dames de ce projet-là et puis qui sont rendues à Olivier. Moi, je dirais juste 2 petites choses. Un, c'est très, très touchant et puis c'est une validation incroyable de notre travail. Dans la scène de nouvelles, on a un généraliste, mais quelque part, clairement pour le journalisme aussi. Moi, j'ai été journaliste avant d'être réalisatrice, puis je pense que les deux sont tellement complémentaires. Et c'est ça. Et dans un très, très personnel, du côté, j'ai pas le temps. Moi, j'ai perdu mon père et ma mère de la COVID de mars 2020. Ça a été un cauchemar dans les 2 dernières années. J'ai l'impression de vivre dans un film de sensation de très mauvais goût. Et malgré tout, il y a un projet lumineux comme ça qui se pointe et de me dire que je suis capable de participer à quelque chose de beau, de bon et de bien, ça fait du bien. Donc, merci de valider qu'il y a de la lumière au milieu de toute cette noirceur. Donc, merci beaucoup. J'ai hâte d'écouter le 15-18 lundi. Chanceux, les quelques gars qui restent à la radio de Radio-Canada d'être entourés de ces femmes aussi compétentes de très grande qualité. Félicitations. Ça termine ce débat.
Je vais féliciter tous les gens qui étaient nommés, tous les gagnants. Ce qui est intéressant avec ces prix, les gagnants, c'est sûr. Il faut participer. L'important, c'est de gagner. C'est toujours ce que j'ai pensé. Je ne l'ai jamais dit. Mais je pense que c'est surtout qu'à chaque fois, la barre est plus haute. Et c'est ce qui fait que c'est s'améliore. Le plus beau métier du monde. Merci. Bonne soirée. Thank you.